Hello à tous et bienvenue dans Inside Banking, le podcast qui fait décoller ta culture financière. Je suis Richard Michaud, j'ai 30 ans et je suis Top Voice Finance sur LinkedIn. Dans Inside Banking, le podcast, je te partage ma passion pour le secteur financier et je donne la parole à des acteurs de la finance au parcours inspirant qui portent des valeurs fortes et vont t'apporter des éclairages sur les grands enjeux du secteur. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi sur tes plateformes d'écoute préférées. Si tu aimes le podcast, laisse-moi un avis 5 étoiles et partage cet épisode à au moins 3 de tes contacts. Sur ce, place à l'épisode du jour. Bonjour Myriazi, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans Inside Banking. Alors on va être transparent avec les auditeurs du podcast. On se connaît, on s'est rencontrés il y a quelques années dans le cadre de nos vies professionnelles respectives. J'étais consultant dans mon ancien cabinet, toi tu étais déjà dans la banque pour laquelle tu travailles. Quand on s'est rencontrés, moi j'étais tout jeune, j'étais en début de carrière et j'avais été assez impressionné de rencontrer quelqu'un avec une certaine éloquence, une capacité à présenter et synthétiser des sujets complexes avec beaucoup de clarté. Donc quand j'ai lancé le podcast, tu faisais partie des premiers noms que j'ai cochés sur ma liste d'invités. Donc voilà, je suis vraiment très content d'enregistrer avec toi. Ma première question, Naël, elle va être toute simple. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs d'Inside Banking? Tout d'abord, bonjour Richard, merci beaucoup pour ta confiance et d'avoir pensé à moi. Je suis très honoré de commencer avec toi l'aventure Inside Banking. En quelques mots qui je suis, donc je suis Myriazi Touche. Donc je travaille dans le secteur financier, bancaire et financier depuis un peu plus de 20 ans. Donc voilà. Oui, ça commence à faire, ça passe vite. Donc j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses. On va en parler tout à l'heure. Et je suis actuellement ce qu'on appelle un compliance officer dans un groupe bancaire en noir et rouge. D'accord, Myriazi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours personnel avant de rentrer dans le parcours professionnel? Quelle est ton histoire et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à travailler dans le secteur financier? Oui, oui, c'est une histoire, une histoire personnelle en fait. Je pense que voilà, c'est vrai que c'est pas très, c'est pas très courant d'en parler, mais je trouve que c'est important d'évoquer la question parce que lorsque j'ai préparé cette interview, je me suis aperçu qu'il y avait un fil conducteur quelque part dans ma vie et dans ma carrière. Donc en fait, je suis issu de l'immigration. Je suis un fils d'immigrés. Mes parents ont fui la guerre au Cambodge. Je suis d'origine cambodgienne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui voudraient redécouvrir cette période dans les années 70, le Cambodge, le Vietnam, donc tout le sud-est asiatique était en guerre. Donc pour fuir la guerre, eh bien mes parents sont venus en France et j'ai grandi en France dans ce magnifique pays qui m'a donné la chance d'avoir une instruction. Donc j'ai grandi dans les banlieues du côté de Nanterre. Je fais Villepinte, Nanterre, donc 92, 93, donc des banlieues assez somme toute modestes. Mais j'étais très heureux. Donc à l'époque, c'est les années 80, donc très très mélangé, très bigarré, avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de tolérance. Ce sont des mots qui sont importants aujourd'hui, qu'il faut marteler. Donc ouverture, tolérance avec des enfants qui venaient du monde entier. Donc j'ai eu la chance de grandir dans un milieu très ouvert, très diversifié. Et puis voilà, la chance a voulu que je fasse des études. Donc ça m'a amené très doucement mais fermement vers l'université et en faculté de droit en province. Petit clin d'œil pour les provinciaux, même si je travaille à Paris. Tu es provincial aussi? Moi aussi, exactement. Donc du côté d'Orléans. Donc j'ai fait mon droit à Orléans. Et alors ça peut aussi intéresser les jeunes qui nous écoutent. Il y a un moment dans ma vie, j'étais jeune étudiant, j'avais 4 ans de droit des affaires, donc je me dis: «Je vais faire du droit des affaires» et il y avait un programme à l'étranger, c'est le fameux programme Erasmus, c'est une grande chance en Europe d'avoir ce programme d'échange avec des universités étrangères. Ouais. Allemagne, Angleterre, et cetera, au sein de l'Union européenne et donc je suis parti en Grande-Bretagne, donc à Newcastle, dans le cadre de l'échange.
Et là encore, ce fil conducteur, cette curiosité qui est, d'aller vers autrui, vers la différence, heu, c'est ça qui m'a guidé pour aller, dans ce pays, pas très lointain, mais quand même très différent, de la France qu'est la Grande-Bretagne. Et là, encore une fois, j'ai pu rencontrer, un système juridique différent, la common law, qui est différent du droit civil, et des étudiants très brillants, qui venaient des 4 coins du monde parce que la Grande-Bretagne a la chance, même si c'est un peu plus compliqué aujourd'hui avec le Brexit, d'accueillir, des étudiants du monde entier pour, leur offrir, un système éducatif, je dirais performant, hein, inédit, qui est basé sur le respect de l'étudiant, déjà, premier point, et deuxième point, vers la réflexion, des réflexions très poussées, sur divers sujets, juridiques, sociologiques, en l'université où j'étais à Newcastle. Et ça, c'est, si tu veux, le côté, on va dire, d'extranéité, le côté, étranger a toujours été, présent en moi. Le voyage, en fait, le voyage. Et je sais que c'est une thématique qui parle à tout le monde et en particulier, aux jeunes qui ont la chance de pouvoir voyager, en prenant le train, l'avion. Alors même si, il faut faire attention avec le bilan de carbone, mais je trouve que le voyage, c'est vraiment pour moi, ça a été vraiment un pilier. C'est un pilier dans ma vie. Donc voilà, donc ça, et une fois que je suis revenu, parce qu'il faut revenir, hein, quand même. Il faut revenir, hein, je suis arrivé en France, terminer mes études à Paris, et j'ai fait des stages. J'ai fait des stages, et c'est un moment aussi important parce que c'est là où je me suis cherché. Parce qu'on sert je crois que je devais avoir, 25-26 ans, je crois, et on se cherche, et j'hésitais entre devenir avocat. Donc j'ai fait des stages en cabinet d'avocat, petit, grand, anglais, américain, parce que j'avais la chance de pouvoir parler américain. À la fin des années 90, il y avait pas beaucoup d'étudiants qui partaient à l'étranger. Aujourd'hui, tout le monde se bat pour partir à l'étranger, mais à la fin des années 90, il n'y avait pas beaucoup de de jeunes professionnels qui étaient à l'aise en anglais. Bon, j'étais pas forcément bilingue, mais pour moi, c'était vraiment c'était pas un problème pour moi. Donc donc voilà, et en fait, il y a eu un stage qui m'a marqué, qui était pas c'était pas, un cabinet d'avocats, c'était une banque. Chez HSBC, chez LCI, hem, qui venait de s'installer au début des années 2000, et je me souviens, j'étais jeune stagiaire, dans un service juridique dédié au marché financier. Donc et je me souviendrai toujours de cette, 1re image où je dois faire signer des contrats à des traders, et je rentre dans cette salle des marchés, très bruyante, avec des écrans partout, heu, un peu de testostérone quand même, des gens très bien habillés aussi, et bon, il y avait de l'argent, c'est certain, et je me suis dit, enfin, j'avais l'impression aussi d'être avec des gens intelligents, hein, aussi, hein, déterminés, et je me suis dit: «C'est peut-être là que je vais aller. C'est peut-être là que je vais aller». Tu un premier déclic alors et tu t'es dit, «Finalement, c'est fait pour moi». Oui, oui, c'est Pour un juriste, ça peut poser question effectivement, parce qu'il y a différentes opportunités, je pense, quand tu es oui. juriste. La banque, c'est pas forcément le choix, naturel. Et c'est une très bonne observation parce qu'en fait, ce qui est vrai, c'est que, on va pas se mentir, et j'en parle assez librement parce que c'est ça que finalement nos auditeurs, cherchent aussi. Je suis connu, et tu me connais, je suis quelqu'un qui regarde, enfin qui dit les choses. Bon, je mets un peu les formes, mais je vais les dire quand même. Il faut comprendre que à la fin des années 90, ce milieu juridique, c'était un milieu très conservateur. Déjà, le droit, c'est conservateur. C'est pas de la littérature ou des arts plastiques. On est sur des choses très traditionnelles. Et donc là, le milieu professionnel des avocats est traditionnel, et j'ai été confronté à, on va dire, une certaine, méfiance, ou pas une discrimination, mais il y avait quelque chose, de cet ordre-là. Donc j'avais droit à des questions qui aujourd'hui ne passeraient pas.
que je vais pas faire un développement. Donc ça a été très vite, ça a été difficile pour moi. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, quand je suis arrivé en banque, hem, heu, je n'ai pas senti ça. J'ai senti que tout était non, Pas le même environnement, le même état d'esprit. c'est ça, les gens étaient beaucoup plus ouverts. Il y avait une ouverture sur l'international qui était, je dirais, très naturelle, hein, très il n'y avait pas ce regard en fait, heu, on est tous là pour faire de l'argent, c'est clair, pour faire avancer les choses et je me suis dit: «Tiens, c'est différent». J'ai pas un regard, qui est, pour le coup, différent. Voilà. Après bon, je remercie, hein, les entreprises, enfin les cabinets d'avocats qui m'ont accueilli, hein. Mais j'ai senti tout de suite que je ne pourrais pas progresser aussi rapidement. Ça fait partie de ton parcours et ça t'a permis d'une certaine manière de t'orienter. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, pour le coup, j'ai adoré ça. Alors après, par la suite, bon, comme j'avais pas non plus envie de tout de suite travailler, j'avais aussi envie de voir autre chose que le droit parce que finalement quand on fait des études de droit, à Paris, enfin finalement, c'est long en fait, hein, les études c'est long. Donc j'avais envie de faire une rupture et bon, certaines personnes font des années sabbatiques, qui partent faire le tour du monde avec un sac à dos, partir, en Thaïlande ou je ne sais pas où. Hem, Moi, j'avais fait un choix qui était de quelque part de rendre à la France, ce qu'elle m'avait donné. Alors c'est un peu couplé, je dirais patriotique, mais et donc C'est en fait beau. j'ai oui c'est beau, tu as vu c'est beau, c'est beau. C'est mais c'est vrai en fait, j'y crois beaucoup. Mais en fait, j'ai fait mon service militaire. Oui, oui, je sais que pour les jeunes, ça ne parle pas. Pour les plus vieux et plus anciens, ça parle bien. Mais j'ai fait mon service militaire. Bah, toi, tu pas fait ton service militaire. Non, j'ai pas eu cette chance. Alors, je me cherchais aussi. Je me suis dit: «Tiens», parce que je trouvais pas non plus un travail j'ai pas trouvé un travail tout de suite, hein, quand même. Donc je me suis dit: «Bah, tiens, je vais peut-être, faire d'une pierre deux coups, faire une année de césure et puis, peut-être que je ferai ma carrière à l'armée», hein, je sais pas. Et me remettre au sport aussi, au passage. Donc en fait, je suis parti, faire mes classes, d'officier dans l'armée de terre, heu, dans une école prestigieuse aussi. J'ai fait mes classes dans une école prestigieuse, de l'armée de terre, en Bretagne et en fait, c'est important d'en parler parce que, heu, j'ai compris ce que c'était que la France, en fait. Ça paraît curieux, hein, parce que mais il faut comprendre qu'à Paris, on est dans un microcosme, on est dans quelque chose de très, très focusé sur, enfin moi j'ai évolué dans une population très privilégiée, très éduquée, sur des choses très sophistiquées. Mais la France, c'est pas ça en fait. La France, c'est des personnes qui, bah, comme moi, se cherchaient, à l'époque, des jeunes, pas diplômés aussi, qui savaient pas lire. Donc moi j'ai passé une année à aider des militaires, des civils à trouver leur voie, à préparer des concours aussi. Dans des concours administratifs, des concours civils. J'ai mis au service de la nation, avec un grand N, heu, mon savoir pour pouvoir, qu'ils s'instruisent. Et ça aussi, ça a été, un autre fil conducteur dans ma vie, parce qu'on en parlera tout à l'heure, où, la transmission, la formation pour que, les mes mes concitoyens puissent, progresser dans leur vie. Parce que j'avais aussi ce don de transmettre, de rendre les choses très claires, comme tu l'as dit, De pédagogie, ouais, de pédagogie et qui est pas simple. Quand on fait un peu de formation, ou d'enseignement, on sait que c'est pas ça. oui, c'est vraiment pas simple et ce qui n'est pas simple, c'est de rendre clair ce qui est compliqué, comme tu l'as très bien dit, mais aussi de leur dire: «Mais c'est possible, c'est à votre portée». Et donc pendant une année, j'ai fait ça, à l'armée et ça, c'est sur un format, vraiment sympa, donc j'ai aussi un peu voyagé en France. Et après, je suis revenu aux fondamentaux qui étaient de revenir d'avoir trouvé un travail et là, très naturellement, en envoyant le CV, je me suis retrouvé, dans la finance. Donc
Et donc j'ai débuté ma carrière, bon là on revient sur la carrière, j'ai débuté ma carrière à la Caisse des dépôts et consignations. Donc établissement public, hein, un grand acteur de la de l'écosystème, hein, économique qui finance beaucoup de monde. Et j'ai été juriste, parce que j'étais juriste, parce que j'ai une carrière, voilà, j'ai une formation juridique, et j'ai fait des contrats simples, un peu plus compliqués sur des montages financiers de titrisation avec la Caisse des dépôts et consignations, avec des partenaires nationaux, internationaux, et ça pendant 3 ans. Et c'est très intéressant pour moi parce que j'ai touché ce que c'était que la banque. C'est la première fois que je voyais comment fonctionnait une banque. Même si c'était pour le coup un établissement public, mais je pointais du doigt l'utilité publique, l'utilité dans la société d'une banque. Une banque finance des acteurs. Voilà. Et ça c'était et après qu'est-ce que j'ai fait? Alors il y a aussi un fil conducteur, c'est que bon, à travers l'enseignement, je on lit beaucoup. Moi, je lis beaucoup. En fait, je suis obligé de me mettre à jour sur la réglementation financière. Je continue aujourd'hui. Donc, et j'ai découvert une appétence, un attrait vers la réglementation financière. Alors, dit comme ça paraît assez bizarre, hein, comme hobby, hein. C'est un très bon sujet que tu évoques. C'est une question que je voulais te poser parce que moi, je le vois aussi autour de moi. Moi aussi, c'est des sujets qui m'intéressent, sur lesquels j'ai de l'appétence, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Parfois, pas forcément pour les bonnes raisons. C'est vu comme, on va dire, compliqué ou un petit peu lointain. Mais en fait, je suis pas forcément d'accord avec cette image-là. Et moi, je le vois aussi surtout comme quelque chose, notamment dans le secteur financier, vraiment travailler sur la réglementation, sur l'éthique, de l'éthique de la finance, une finance un peu plus vertueuse, tout ce qui tourne autour de l'ESG. On parle beaucoup de sens au travail, notamment chez les jeunes. Tous ces sujets-là réglementaires, c'est des choses qui font sens, justement, qui, à mon sens, apportent quelque chose à la société. Et en tout cas, moi, je le vois vraiment comme ça et pas juste comme, voilà, lire des textes et être un peu dans sa tour d'ivoire. Oui, non, c'est exactement ça. C'est que moi, j'essayais de comprendre ce que je faisais déjà, pourquoi je le faisais. Et en fait, le secteur bancaire et financier est un secteur très réglementé. Il est réglementé. Donc, alors la question, c'est pourquoi? Et le pourquoi, on y reviendra plus tard, c'est que c'est fait pour encadrer l'activité, pour protéger les clients, les déposants. Les personnes qui déposent de l'argent dans une banque font confiance, nous font confiance, donc il faut respecter certaines règles. Et ces règles, il faut les connaître pour après être sûr qu'elles soient bien appliquées. Et ça m'a permis aussi de comprendre aussi l'histoire de la finance en France et en Europe, et même dans le monde entier avec les crises. Donc c'est ce qui, par exemple, pour te donner une illustration, la finance en France, c'est quand même le résultat d'une corporation. Si on prend l'histoire de la finance au Moyen Âge, c'est une corporation de banquiers, enfin de personnes qui prêtent de l'argent. Et donc il y a, pour organiser tout ça, une corporation a des règles internes de fonctionnement. En fait, pour vulgariser les choses, ce que nous avons aujourd'hui n'est qu'un reflet d'une réglementation de professionnels d'une corporation. Elle est un peu plus complexe parce que les techniques bancaires et financières se sont complexifiées, mais en vrai, c'est des règles de discipline, même de déontologie. Donc, pour éviter les dérives. Il y en a, sinon je ne serais pas là. Comme dans tous les secteurs, c'est pour ça exactement. C'est pour ça qu'il y a des départements conformité et autres qui œuvrent. C'est ça, et une règle, ça s'applique, mais il y en a que certains qui disent, ça se contourne. Oui, mais certaines, pas trop. Parce qu'on a quand même des intérêts à respecter, notamment ceux de nos clients et du marché et des marchés. Donc voilà.
Donc, partant de là, très naturellement, je suis parti à l'autorité des marchés financiers où je me suis formé, j'ai fait des c'est une expérience très structurante, c'est un troisième fil conducteur dans ma vie, c'est dans la vie, c'est des rencontres, en fait, il y a pas de bonne ou mauvaise Je rencontre. la connais celle-là. Donc, non, vraiment, l'AMF, c'est quelqu'un, enfin, c'est quelque chose, enfin, tu vois, j'ai dit que c'est quelqu'un, tellement c'est personnel, c'est quelqu'un qui est important dans ma vie et on en reviendra tout à l'heure, parce que j'ai fait autre chose derrière. Mais, l'autorité des marchés financiers, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une autorité, administrative dont la mission est de contrôler, les marchés financiers et de protéger l'épargne publique. Donc, c'est un rôle régulateur, c'est un régulateur des marchés financiers. Donc à ce titre, l'AMF édicte des règles d'organisation, donc encadre l'activité des acteurs intervenant sur les marchés financiers. Donc ça elle édicte des règles, elle contrôle les intermédiaires, puis, si ça va mal, eh bien l'AMF, sanctionne via la commission des sanctions. Donc ça, on y reviendra plus tard. Donc j'ai rejoint cette administration. J'avais une trentaine d'années, je crois. Et alors ça m'a je suis pas resté bien longtemps, hein. Au début, hein, je suis resté, 2 ans et demi, ce qui est très court, en fait. Mais ça a été très intense. Ça a été très intense. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rédigé de la réglementation financière. Dit comme ça, c'est pas très super sexy, hein, quand même. Heu, mais en tant que juriste, j'ai compris comment, naissait une norme, comment naissait une réglementation. C'est très précieux, en fait. C'est, bon, il y a des idées, il y a toujours quelqu'un qui a une idée de faire une réglementation, heu et en fait, une réglementation, c'est, un rapport de force, en vrai. C'est un rapport de force parce que, moi, en tant qu'autorité, je peux proposer d'encadrer une activité parce que j'estime que il y a une borne gauche et une borne droite à avoir sur un type d'activité. Mais, eh bien, tout le monde n'aime pas se faire encadrer. Ça commence, quand on est enfant, on n'a pas envie d'avoir 1re chose qu'on fait, c'est pas respecter les règles. Elles sont néanmoins indispensables. Voilà, donc je dis: «Bah, pourquoi je s'affliger, l'obligation, quoi?» Donc ce qui se passe, c'est que là, c'est intéressant, pour le spectateur, hein. C'est qu'en fait, bah, là, il y a du lobbying. Qui est pas forcément très connu, on va dire, du grand public, par définition. C'est ça. Donc, bon, dans le lobbying, il faut pas voir que des choses négatives, hein, parce que c'est vrai qu'un régulateur a tendance à vouloir mettre des telles obligations que ça peut entraver l'activité d'une institution et engendrer des coûts, qui ne peuvent pas être forcément justifiés. C'est un subtil équilibre à trouver sur beaucoup de sujets qui est pas toujours simple, en réalité. C'est ça et ça, c'est complètement, entendable et c'est vrai que, pour le coup, la réglementation est le fruit d'une collaboration avec, les partenaires, privés, enfin, les associations professionnelles, les banquiers, les professionnels et on revient à cette histoire de corporation. Finalement, il faut trouver la règle la plus adéquate qui puisse protéger, les marchés financiers, les épargnants, mais aussi, permettre aux intermédiaires d'exercer leurs activités de façon efficace, tout en protégeant aussi des intérêts de, des épargnants et puis aussi, favoriser leur activité. C'est un subtil équilibre et c'est vrai qu'au niveau de l'Union européenne, heu eh bien, les modèles ne sont pas les mêmes et les intérêts ne sont pas les mêmes parce que ce que j'ai découvert, parce que j'ai été à Bruxelles et dans des différentes places, financières lorsque j'étais à l'AMF pour justement, mmh, voir jusqu'où on pouvait aller au niveau européen. Eh bien, j'ai compris que, chaque pays n'avait pas forcément le même modèle et les mêmes intérêts. Typiquement quand j'étais à Londres, quand le Royaume-Uni était encore, dans l'Union européenne, j'ai compris que, bah, ils avaient un modèle plus souple. C'est comme ça, et qu'ils avaient une discipline de marché qui était beaucoup plus, qui était différente de la nôtre. Là où en France, on est très, finalement,
très jacobin, très voilà, la norme faut qu'elle soit écrite avec une vraie force, une vraie autorité impulsée par l'État ou les autorités administratives. Au UK, au Royaume-Uni, on est sur une forte discipline de marché où les acteurs vraiment s'autodisciplinent. Vraiment, on sent que la conformité chez eux, déjà, j'ai découvert la conformité là, la self-regulation qu'on appelait à l'époque, quelque chose de très fort. Ce qui faisait que finalement, la présence de l'État est pas aussi forte qu'en France. Mais alors, la sanction, lorsqu'elle tombe, par exemple, au Royaume-Uni, elle est très forte. Il dit: «Attendez, on vous a dit de bien vous organiser, on fait un contrôle». Voilà, ça fait terrible, quoi. C'est vrai que c'est un point intéressant quand on regarde l'historique de sanctions, même aux US aussi également, au UK par rapport à la France. Il y a des écarts qui sont assez frappants, même si moi j'ai noté, je te laisserai me confirmer que dernièrement, il y avait quand même eu une tendance à l'augmentation, Oui, je confirme. des sanctions en France. Mais ça reste, voilà, on parle pas quand même des mêmes ordres de grandeur. Voilà, mais c'est parce qu'on est sur 2 choses différentes, 2 modèles, de discipline qui sont différents, en fait. 2 modèles de contrôle qui sont différents. Heu, on va dire que le contrôle, continental, il est, hem, par l'État, il est plus continu, en fait. Il est vraiment, ils sont là. Donc il y a vraiment une discussion de tous les jours et cetera et l'État c'est pas qu'il est omniprésent, mais sent que, voilà, il y a et ce qui fait que bon, les sanctions sont différentes alors qu'au UK ou même aux États-Unis, c'est un autre modèle. Mais tout ça pour dire que, quelque part, quand sur la législation, je me suis dit: «Ah oui, quand même, c'est pas si simple que ça», parce que même au niveau national, il y a des discussions, on peut se dire: «C'est terminé», mais en fait non, parce qu'on est sur un terrain de jeu qui est européen et qu'on est au sein de l'Union européenne. Eh bien oui, il y a aussi il faut négocier avec d'autres États. J'ai eu la même réaction, j'ai eu la même observation côté, Luxembourg. Luxembourg qui est un petit pays, hein, quand même, qui est aussi grand qu'un département. Je pense qu'il est plus grand que celui de la Vendée d'ailleurs. Mais Peut-être plus riche. peut-être plus riche, c'est Un tout petit certainement peu. plus riche. Donc non, en fait, par exemple, le Luxembourg, qui est un pays petit, mais qui a fait toute sa fortune, enfin la grosse activité économique du Luxembourg, c'est l'administration de fonds. Donc on comprend que, les réglementations relatives à la gestion d'actifs, c'est très important, très important. Et c'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit: «Pourquoi le représentant luxembourgeois est aussi, vindicatif sur, la réglementation sur la gestion d'actifs?» Mais parce qu'en fait, il y a vraiment des intérêts, des intérêts très forts. Alors, c'est pas de la souplesse, hein, c'est pas ça que je dis, c'est que, heu, ça s'inscrit dans un modèle. Donc heu, donc ça, c'est ce que j'ai découvert à l'AMF. Et puis, moi, en tant que juriste, encore une fois, ça m'a beaucoup enrichi parce que j'ai vu qu'il y avait des négociations. C'est là où j'ai découvert aussi, ce que c'était que du lobbying. Bon, j'ai rencontré des gens, fortement, intéressants, heu, voilà, donc les inspecteurs des finances, qui ont eu des carrières très brillantes par la suite. Mais On laissera les gens deviner. voilà. Donc on était ensemble, mais bref, on n'a pas eu les mêmes RH, hein. Mais voilà, mais bravo pour eux et pour lui. Donc voilà. Donc et après très naturellement parce que je rencontrais les banques, et ils m'ont dit: «Bah tiens, viens chez nous, heu, voilà, viens chez nous, faire, du lobbying». Donc c'est là que j'ai rejoint ma deuxième rencontre, de ma vie qui est, la banque en noir et rouge. Avant qu'on passe, véritablement à la partie, senior compliance officer, tu nous expliques un petit peu ton métier. Moi, j'avais une question et après on fera un petit jeu. Ça fait un peu moins de 20 ans que tu es dans cette banque. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques secrets de longévité pour les jeunes qui nous écoutent? Je pense que 20 ans de carrière dans l'établissement, ça paraît dur. Je pense 2-3 ans, ça paraît long pour certains. Tu as dit tout à l'heure 2 ans et demi à l'AMF, c'était court, mais je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, ça paraît une éternité. Alors 20 ans, j'en parle même pas.
Néanmoins, ça reste un super parcours, je pense. Alors, est-ce que tu peux nous partager, voilà, 2-3 tips de longévité? Comment est-ce qu'on reste, autant de temps dans l'établissement bancaire? Je pense que, il faut vivre, chaque épisode, chaque poste à fond, en fait. Moi, je me suis jamais vraiment posé la question d'un plan de carrière, ça typiquement. Heu, j'ai fait les choses qui m'intéressaient. Ce qu'il faut dire pour nos auditeurs, c'est que quand tu travailles, dans une banque, tu as l'occasion effectivement, sur une base régulière, de changer de poste, d'aussi de te former, d'aller sur d'autres, métiers, compétences, activités et cetera, et ce qui fait, l'intérêt aussi. Finalement, tu es pas resté 20 ans à faire exactement la même chose. Exactement, parce qu'en fait, à la dans ma banque en rouge et noir, en fait, j'ai fait 4 ou 5 postes. J'ai fait 4 ou 5 postes, et c'est vraiment la grandeur de cette institution, c'est de pouvoir, faire beaucoup de choses, en fait, de rencontrer. Ça t'offre des opportunités en interne. Ouais, c'est ça, exactement. On c'est tu rentres pas dans les ordres et faire un seul truc et cetera. Non, c'est tu fais 3 4 ans dans un poste et puis tu peux via le mécanisme de mobilité interne, faire autre chose, et tu peux devenir manager, ne plus d'être manager, tu peux faire du projet, tu peux faire, compliance officer, tu peux tout faire, et pour autant que tu sois motivé, et ça c'est ce que j'ai retrouvé dans la banque, que je pense que je retrouve nulle part. C'est que, il y a de très belles histoires comme ça où, mmh, tu ren tu tu rentres alternant et puis on te fait grandir. J'ai formé des jeunes alternants, heu et qui par la suite ont eu des carrières, fabuleuses au sein de la banque, enfin du groupe bancaire où je suis actuellement. Donc, à titre d'exemple, moi j'ai commencé en tant que lobbyiste, hein, pendant 3 ans. Après j'ai été compliance officer. Après j'ai fait du projet. Là, je t'ai rencontré, Richard, et j'ai fait, autre chose, et je refais encore autre chose en compliance officer dans une filiale de ce groupe bancaire. Donc, voilà, donc c'est ça qui le secret de la longévité, c'est de faire les choses à fond, et puis après les choses viennent très naturellement compte tenu de l'écosystème, où je suis. Donc, parce qu'on est quand même très, très nombreux, c'est un groupe multinational en plus, et ça c'est très intéressant dans les groupes, multinationaux, c'est que, c'est grand, on rencontre beaucoup de gens, c'est structuré, ils prennent en charge votre carrière. Alors bon, évidemment, il faut être un peu proactif, mais, franchement, c'est de la longévité, mais moi je dirais plus que c'est de la diversité, et voilà, et bon, après je me retourne, je suis: «Ah oui, ça fait déjà, un peu moins de 20 ans que je suis dans le groupe», et c'est passé super vite, en fait, et quand j'en parle, j'ai l'impression d'être un vieillard. C'est passé vite. Bah, merci Mélanie, je pense que c'est un très, très bon conseil, surtout pour les plus jeunes. Alors avant qu'on passe, à ton métier finalement, rentrer un petit peu plus en détail, je te propose un petit jeu. C'est des speed questions, donc je vais essayer de jouer le jeu, s'il te plaît, te répondre par oui ou par non à des questions courtes. Donc c'est des questions courtes, réponses courtes, oui ou non. C'est des questions d'actualité, peut-être on y reviendra, à un moment donné plus tard. C'est bon pour toi? Allez, c'est parti. Alors, élection de Trump aux États-Unis, mauvaise nouvelle pour les banques françaises, oui ou non? Je dirais non parce que, non parce qu'en fait, moi je fais partie d'une banque, française, et je suis pas sûr que le nouveau président, soit pro-Europe, hein. Très bien. Rapprochement Unicredit Commerce Bank, est-ce que c'est un bon move pour Unicredit? Oui, oui. Si tu devais repartir de zéro dans ta carrière, est-ce que tu referais un parcours en banque? Oui. Le compliance officer, est-ce que c'est un acteur central en banque aujourd'hui et dans le futur? Elle est facile celle-là. Oui, bien sûr. Intéressant, merci d'avoir joué le jeu. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe justement sur ton métier. On l'a évoqué, tu es actuellement senior compliance officer au sein d'une grande banque française. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça veut dire, senior compliance officer? Quelles sont tes prérogatives? Qu'est-ce que tu fais? Alors, un compliance officer, c'est très simple, comme je l'ai dit tout à l'heure, un établissement financier, un établissement bancaire est astreint à beaucoup de règles. Donc ces règles, leur fondement, c'est quoi? C'est, de protéger, l'épargnant, le déposant,
enfin, le client en général, protéger, les marchés financiers, mais aussi, protéger la place financière, dans sa globalité. Donc ça, c'est, je dirais, les 3 grands piliers. Alors, de façon plus spécifique, heu, protéger le client, c'est, veiller à ce que, il soit bien informé lorsqu'on commercialise des produits bancaires ou assurantiels. C'est très important, on doit lui donner l'information, toute l'information la plus exacte, la plus précise, la plus claire pour qu'il puisse, souscrire à ce produit de façon, je dirais, éclairée. Protéger ses avoirs, protéger tous ses contrats, hein, ça c'est très important parce qu'il y a vraiment un impact de confiance. Les marchés financiers, il faut les protéger parce que, il y a sur les marchés financiers, il y a des informations, qui circulent. Donc, il faut que tout le monde puisse, jouer sur les marchés financiers, intervenir sur les marchés financiers de façon égale. Donc, il faut veiller à protéger ce qu'on appelle l'information privilégiée et détecter, tout mouvement suspect sur les marchés financiers. Puis 3e point, la place financière. Il y a un volet très important qui en banque, c'est la prévention de tout ce qui est, les opérations de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Et les institutions financières sont, la première barrière, de détection et voilà, pour, justement, repérer ces opérations dites, suspectes et les signaler, à, à l'autorité compétente. Donc le compliance officer, qu'est-ce qu'il fait? Il intervient sur ces 3 zones de risque et pour, justement encadrer l'activité, de l'institution, donner des règles de conduite aux collaborateurs, ce qu'on appelle la déontologie, et puis mettre en place des systèmes de détection, d'opérations suspectes sur les marchés financiers, mais aussi, concernant les opérations suspicieuses de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. En synthèse, que fait un compliance officer? D'accord, très clair. Et donc, comment ça s'articule finalement? Parce que tu as décrit plusieurs choses en lien avec les métiers. Pour faire, pour contrôler tous ces éléments, pour encadrer tout cela, il y a forcément, voilà, un pont qui est fait avec les personnes qui font. Comment ça s'organise? Comment, voilà, un département de conformité interagit avec les métiers et finalement joue son rôle et déploie ce dispositif pour pouvoir contrôler toutes ces opérations? Alors le 1er point, c'est le conseil. Le conseil, c'est un volet important dans la fonction de compliance officer, c'est ce qu'on appelle, l'advisory. Lorsque un métier veut, lancer un produit financier ou même un service, eh bien, il nous consulte. Il nous dit: «Ben, voilà, par rapport à la réglementation, est-ce que, dans quelles conditions je peux le faire?» Alors, tu me diras, ça ressemble beaucoup au juridique. Bon, oui, c'est vrai que ça ressemble beaucoup au juridique, mais nous, on a, compliance officer, on dit: «Voilà, on détermine la zone de risque». On dit: «Ça, vous pouvez, mais sous condition». Ou on peut dire: «Là, vous pouvez y aller, il y a pas de problème». Ou là, on dit: «Non, mais alors là, même pas en rêve, c'est même pas la peine». Il y a un côté opérationnel, connaissance métier, quoi, faire le pont Exactement. entre, le règlement et le business finalement. C'est très important, c'est-à-dire de bien comprendre ce que dit, le business. Donc je pose, dans ma vie, professionnelle, je pose, beaucoup de questions. Je repose encore beaucoup de questions et puis je repose encore beaucoup de questions. Ce qui fait qu'ils ont l'impression que on va faire quelqu'un qui a pas vraiment compris. Comme mon boulot, c'est quand même de faire, de la lumière sur l'ensemble des zones de risque, eh bien je pose beaucoup de questions. Une machine à poser des questions. Donc en fait, c'est ce fameux lien. Alors au début, ils pensent que c'est un peu intrusif, mais après, je leur fais comprendre que c'est quand même pour protéger, les clients, mais pour aussi pour les protéger l'établissement. Parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est lorsque on se fait, lorsqu'on ne respecte pas la réglementation, eh bien, on peut être passible de sanctions, on en parlera tout à l'heure, les sanctions, ça entraîne des risques de réputation. Donc bon, et puis une perte de confiance de nos clients, que ça, c'est quand même pas terrible. Donc un lien avec les métiers, donc le volet conseil est très important. Donc il faut
C'est pour faire ce métier-là, si tu veux, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais être passé par le métier, c'est intéressant. Bon, alors je sais que parfois il y a des jeunes qui se lancent, en tant que compliance officer. Moi, je dis: «Pourquoi pas?» mais être passé par, le métier en étant même dans une agence, hein. Moi, j'ai un excellent collègue et ami, qui qui a été, conseiller, clientèle privée, professionnelle, entreprise, et qui en fait est un excellent compliance officer parce qu'il est passé, par toutes les cases professionnelles. Ça l'aide à comprendre et à appliquer finalement, de la meilleure manière pour, faire rejoindre les besoins à la fois de la réglementation, mais aussi les contraintes des métiers qui en ont, hein. Oui, et ça fait partie de la crédibilité du compliance officer parce qu'au moins, le métier dira: «Bah, il comprend ce que je fais», et notre job, notre travail, c'est de dire: «Oui, tu peux le faire parce que je vois très bien ce que tu fais, mais voilà, je pense qu'il faut que tu fasses ci, comme ça». Donc ça, et ça, c'est finalement, c'est l'expérience est très intéressante, et donc ça, c'est le côté conseil. Puis le 2e volet, c'est le contrôle. Le contrôle, bah, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, c'est pas parce que j'ai dicté une règle qu'elle est bien appliquée, et la seule façon de savoir si elle est appliquée, c'est que je contrôle. Donc c'est le côté un peu moins rigolo, mais qui est obligatoire, c'est contrôler. Alors, ce que je fais, c'est que j'établis ce qu'on appelle des points de contrôle à fréquence, donnée, mensuelle, trimestrielle, annuelle, et cetera, et je dis: «Bah, sur telle activité, je regarde comment, par exemple, est effectué, le conseil, est-ce que la documentation commerciale est claire?» Donc c'est par sondage, je contrôle. Voilà. Ce qui me permet de savoir si, la réglementation est respectée. Donc, bah, et quand le contrôle se passe bien, je n'ai pas de problème, bah, ça va bien, quoi. Mais, bon, évidemment, tout n'est pas parfait, et là, je leur dis: «Bon, ce serait bien de vous remettre un peu au carré», et là, on fait ce qu'on appelle des plans d'action. Voilà, des plans d'action correctifs. Qui sont suivis après dans le temps avec un horizon de temps pour remédier et cetera. Ça permet de corriger les anomalies à terme. C'est ça l'objectif. Exactement. Très clair, Mirazi, merci. J'avais encore une question sur ces sujets de compliance, de conformité en bon français. Si on prend un tout petit peu de recul, d'après toi, d'après la vision que tu peux avoir, bah, dans ton quotidien, quels sont les grands sujets finalement qui en cours ou qui arrivent dans les prochaines années, des grosses thématiques sur lesquelles les départements conformité auront œuvré? Je sais qu'on parle beaucoup dans les médias de nouveaux sujets type résilience opérationnelle avec le règlement, européen DORA, par exemple. Il y a aussi les sujets plus traditionnels. Tu as parlé de lutte contre le terrorisme, ce genre de choses. Voilà, si tu devais citer 2-3 sujets vraiment de priorité, d'après toi, quels seraient-ils? Le sujet prioritaire, mais qui est traditionnel, mais qui est toujours prioritaire, et ça va pas être une surprise, hein, c'est, la lutte contre, le financement du terrorisme, la prévention du blanchiment, d'argent. Malheureusement, ça reste d'actualité. Ça reste d'actualité parce que, voilà, bon, nous sommes, à la première barrière de défense, hein, contre, ces agissements, délictueux. Donc, ça représente quand même dans la mission d'un compliance officer, heu, quand même une grosse part, hein, de son travail, hein. Bon, c'est pas ce que je fais actuellement, mais parce que moi je suis spécialisé actuellement sur la protection client, mais par le passé, j'ai fait beaucoup ça. J'ai fait beaucoup ça, et j'ai beaucoup de collègues qui font ça, et dans les directions de conformité, ce sont des gros effectifs, hein, c'est quasiment la moitié. Donc, structurellement, ça fait partie du travail, c'est ça. Donc, alors après, ce qui est intéressant, c'est la sophistication ou la diversification ou même les événements. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est le Covid. La maladie, le Covid a généré des comportements délictuels, en termes de blanchiment d'argent, de fraude aussi. Ce sur quoi on n'était pas forcément préparé, et donc évidemment avec Tracfin, avec, les organismes publics, on a pu en mettre en place des mesures de détection, de prévention. Tu peux juste expliquer ce que c'est TracFin pour ceux qui ne connaissent pas?
Alors TracFin, oui, TracFin, c'est la cellule de renseignement financier du ministère des Finances. Et la tâche de TracFin est de collecter l'ensemble des déclarations de soupçons qui sont remontées par les établissements financiers, parce que les établissements financiers ont l'obligation de détecter les opérations suspectes, et auquel cas ces établissements font une déclaration de soupçon qui remonte à TracFin, qui après fera diligence pour soit transmettre au procureur pour une action pour public, ou faire autre chose. Et ça nous échappe complètement. Mais c'est vraiment important, parce qu'en fait, ce qui se passe, pour donner un peu plus de précision, c'est que les établissements financiers ont un dispositif de détection des opérations suspectes. Donc ça crée des alertes. Après, ça crée des alertes. Et donc, si alerte il y a une analyse, et si il y a un soupçon, eh bien, il est remonté à TracFin. Est-ce que typiquement, pour des départements conformité, je pense notamment à ce sujet de surveillance continue finalement des transactions, tu vois l'IA déjà, ou à l'avenir en tout cas, comme vraiment une solution pour accélérer? On parle souvent de solutions qui vont permettre de traiter par la machine un grand nombre d'alertes et de permettre aux analystes de se concentrer finalement sur les cas les plus compliqués, ou vraiment la partie analytique. Est-ce que tu partages cette vision-là? Oui, oui, complètement, complètement. L'IA est un moyen d'accélération, Et non une fin en soi. non, voilà, c'est toujours, ouais, c'est ça, c'est un moyen. Moi, c'est toujours considéré que c'était un moyen. On a une masse de données, de data, donc nous utilisons, enfin, il est pas incongru d'utiliser une intelligence dite artificielle pour traiter ces datas, pour restituer un résultat que l'humain doit doit faire. Donc évidemment que ça a sa place. Je pense que on est qu'au début. Alors moi, je suis pas dans le secret des dieux, mais bon, heu, on des établissements financiers sur la place de Paris l'expérimentent. Donc voilà, après il faut la domestiquer, hein, c'est comme toute chose, hein, comme toute nouvelle technologie, hein, faut bien se l'approprier. Il faut du temps aussi, il faut du temps, il faut des nouvelles compétences. Heu, C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé il y a en compliance sur la LCBFT, la LCBFT pour dire lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Finalement, il y avait un peu de la machine, il y avait des paramètres qu'on entrait, mais finalement, un fichier Excel où moi j'étais avec mes yeux, je regardais les choses. Donc si je devais faire l'exercice, enfin moi ça me prenait quand même un certain temps, hein, quand même, hein. Ça me prenait quand même quelques semaines. Si j'avais l'IA, je pense que j'aurais fait ça en même pas 5 minutes. Fameux débat entre les règles expertes ou règles métiers versus la machine. Mais effectivement, je pense que tu soulèves un point important qui est souvent peu évoqué, je trouve, quand on parle de l'IA, mais il y a un côté qu'on appelle de change management ou de formation qui est très important, parce que simplement déployer un outil, c'est pas suffisant. Il faut que les gens comprennent et la connaissance pour interpréter les résultats, que ça soit pas une black box, ce qui arrive parfois avec des algorithmes d'IA. Et donc, il y a tout un enjeu autour de ça, au-delà de définir des cas d'usage et juste de venir les plaquer. Voilà, ça fonctionne pas, et donc ça nécessite toute une organisation, des investissements, des process, des personnes, si on veut vraiment passer à l'échelle. Et effectivement, je pense que de ce que je vois aussi, moi, personnellement, on est au début du chemin, mais il y a un potentiel qui est très important, à mon avis. Oui, puis on a je faut aussi être pragmatique, hein, dans la vie. Il faut pas perdre le risque. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, c'est comme les radars sur les autoroutes, ou les radars sur les nationales. Bon, oui, je peux mettre des radars et je peux ralentir sur l'autoroute ou sur la nationale. Mais si je prends des chemins de traverse et que j'ai pas de radar, bah, je prends le chemin de traverse et je serai pas détecté. Ce que j'essaie de dire, c'est que mettre une IA sur des choses où entre guillemets les bandits savent où ils sont, ça va, je veux dire, je peux contourner le truc, quoi.
Donc, Sachant que eux-mêmes utilisent l'IA. alors, en plus, ils ont eux aussi, exactement, là, il y a un autre niveau. Mais en fait, je te parle de cet épisode parce que, en fait, ce qui est intéressant en compétent chez un compliance officer, c'est, son feeling. Alors c'est un terme un peu bizarre, un peu générique, mais c'est son appréhension des faits. Je vais donner un exemple. Moi, pour ça, dans mes fonctions, moi, j'aime bien me balader. Enfin, c'est ce qui fait que parfois on se demande où je suis, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est toujours bien de savoir avec qui on travaille quand même, pour prévenir le risque. Et et souvent, en me promenant sur des open space, en parlant avec les uns et les autres, je me suis dit: «Tiens, c'est quoi ça?» Ou je prends une information, je l'enregistre et puis j'y reviens quelques semaines ou quelques mois plus tard. Ce qui me forge finalement comment dire? Une carte mentale en me disant: «Bah, tiens, peut-être que le risque, il peut être là, plus tard. Ou je dois surveiller ça». Ou j'ai même rappelé quelqu'un à l'ordre en disant: «Mais ça, c'est pas faut pas le faire. Ou ça, tu peux pas aller là». C'est toute la limite, tu vois? Parce que tout le monde dit: «Ah, l'intelligence artificielle, c'est fantastique». Mais j'ai dit: «Le bon sens paysan, parfois, il est quand même très sympa». Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que moi, ce que j'ai remarqué autour de moi et notamment chez les plus jeunes, qui nous écoutent, c'est un peu la tendance que j'appellerais Teams. C'est-à-dire de pas aller, si je caricature, de tout faire par message Teams ou autre logiciel, hein, voilà, je vais citer Skype, allez, et de pas finalement aller au contact ou même ne serait-ce qu'appeler, et c'est vrai, moi je suis assez d'accord. Parfois, je veux avoir une discussion, d'aller au contact des gens. C'est pas des temps perdus, en fait, et on a tendance, et moi je l'ai vu après le covid, à de même moi, hein, à de moins en moins le faire, et en fait, il y a pas mal de pertes d'informations qui sont liées à ça, au télétravail, ce genre de choses, même si ça a aussi des bons côtés. Il faut pas sous-estimer le contact humain, finalement. Oui, c'est vraiment ça parce que, le risque et bon, on peut avoir des risques, issus d'un crash, informatique, et cetera. Mais, le risque, il est aussi humain, en fait, là, et peut être intentionnel ou non intentionnel. Et donc, connaître l'autre, c'est bien, ça permet aussi d'économiser beaucoup de temps, lorsqu'on doit réparer, je dirais, les dommages. Une simple discussion, aplanir un malentendu, et établir un contact, permanent, enfin du moins récurrent, ça permet de bien connaître, la personne, de lier créer un lien de confiance aussi parce que, bah, il t'a identifié donc, si le commercial ou, le professionnel a un problème, il t'appelle. Voilà, mais vas-y, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Et là, je dis: «Bah, là, tu devrais faire ci comme ça». Donc, je l'ai éduqué, quoi. Et moi, ça m'a permis aussi de pas avoir un problème plus tard à gérer. Donc, et c'est vrai ça c'est et ce que tu dis et c'est très vrai Richard, hem, le les réseaux sociaux, bon là, j'ai parlé comme un vieux, mais Allons-y, on peut. les réseaux sociaux, c'est super. Les réseaux sociaux, c'est super. Moi, je trouve que c'est un vrai progrès. Enfin, moi, j'ai accès à beaucoup d'informations et je regarde des choses intéressantes comme pas très intéressantes. Mais le problème de ça, c'est qu'on a une réalité qu'on met de côté. Et c'est quand même une réalité qui est quand même très importante. Jusqu'à preuve du contraire, on se parle, on fait des vannes, et cetera. Mais c'est la seule réalité. Enfin, c'est la réalité la plus importante et c'est cet équilibre-là qu'il faut bien avoir en tête, quoi. Et et certaines crises, ben, elles sont peut-être humaines, en fait, à la base. Peut-être que plus tard, en effet, il y aura une bataille d'intelligence artificielle et je pense qu'il y en a déjà sur les marchés financiers. Mais voilà, donc Alors, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe au thème suivant qui va être de revenir un petit peu. Tu as un petit peu évoqué le rôle de l'autorité des marchés financiers. Moi, j'avais des questions un petit peu plus précises sur le rôle de la commission des sanctions, parce que tu as eu à laquelle tu as participé. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien connu, ou on ne connaît pas forcément le grand public le fonctionnement. Ma question, c'est à quoi ça sert et comment ça fonctionne? ouais, alors ouais, juste pour revenir sur le contexte, donc je vous ai dit, autorité des marchés financiers, légifère, ce que j'ai fait, contrôle. Je me suis fait contrôler par les autorités, parce qu'un compliance officer peut se faire contrôler, par une autorité comme la CPR
l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité des marchés financiers. Contrôle. Et puis, ça va pas, on sanctionne. Donc, j'ai fait partie de cette commission des sanctions, commission nationale, hein, donc une quasi-juridiction dont la vocation est de connaître du dossier pour déterminer si on doit appliquer une sanction ou pas. Alors, une sanction pourquoi? Pour des infractions au règlement général de l'autorité des marchés financiers, au code monétaire et financier et à la réglementation européenne. Donc, sur des mesures, ça peut être une infraction sur des règles de conduite, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un prestataire de services d'investissement ou une banque est astreint à des règles de conduite pour respecter les intérêts clients. Il m'est arrivé de sanctionner certains prestataires. Voilà, parce qu'il y a quand même des règles d'organisation et puis il y a des règles de conduite. Il faut délivrer une bonne information. Il y a toute une série d'obligations à respecter et tout le monde ne respecte pas. Donc là, c'est une sanction. Et ça peut être aussi, et ça c'est le plus important, enfin ça représente quand même la moitié du contentieux, c'est la sanction des abus de marché. Les abus de marché, c'est ça recouvre principalement deux infractions, enfin même 3 infractions, la manipulation de cours, le manquement d'initié et la diffusion de fausses informations. Voilà. Donc c'est le côté je dirais le plus rigolo. Et ça, du coup, c'est que tu as parlé de dossiers. Là, tu parles de manipulation de cours. Ça veut dire que c'est l'AMF qui se saisit de ces dossiers ou c'est un signalement qui est fait ou ça dépend des cas? Comment ça s'enclenche ces actions-là? Il y a plusieurs triggers. Le premier, c'est qu'il faut comprendre que l'autorité des marchés financiers a un service de surveillance. Ils ont des systèmes qui surveillent les marchés financiers. Donc c'est très, très sophistiqué et en fonction des valeurs, ils regardent comment cela se comporte. À l'achat, à la vente, ils regardent l'évolution du cours de bourse et puis ils ont des algorithmes et ils voient s'il y a quelque chose d'anormal. Et s'il y a quelque chose d'anormal, ils font une enquête. Donc là, on parle des marchés organisés type donc nationaux, type CAC 40 par exemple. Donc les mouvements d'achat, les mouvements de vente sur telle ou telle action, une vision macro, de voir s'il y a des anomalies de marché finalement, ce genre de choses. Exactement. Des mouvements de marché avant l'annonce d'une opération sur un capital, d'une opération financière qui a été annoncée. Et ils regardent tout ça. C'est vraiment très très poussé. Hein. C'est vraiment des gens très très compétents, des polytechniciens, des ingénieurs de naval. Enfin, c'est des gens très très forts. Et ça peut être des signalements aussi, parce qu'il existe une procédure de signalement. Et ça veut dire que ça peut être des signalements, parce qu'on peut penser à des collaborateurs dans l'entreprise qui constatent à des comportements pas acceptables, ou alors on peut aussi penser à des choses type je vais aller parler d'un concurrent, que ça soit vrai ou pas vrai, comment c'est qualifié du coup? Ça peut être tout le monde, hein, pour qui estime voilà, qu'il y a un soupçon et un signalement. Après, l'autorité fait son travail pour qualifier ou disqualifier, hein, parce que voilà, moi je suis pas dans le secret des dieux, je vois pas comment ils font. Mais oui, ça existe. Moi, et alors moi, à la commission des sanctions, en fait, je reçois le dossier. Nous sommes saisis formellement par le directeur général de l'AMF. Hein. Donc là, on est uniquement sur les dossiers validés, entre guillemets, où on se dit qu'il y a quelque chose effectivement à regarder. C'est ça. C'est qu'on va dire que la poursuite, hein, l'administration, l'autorité des marchés financiers, veut poursuivre quelqu'un, une personne physique, enfin, un particulier, hein, donc quelqu'un qui a fait par exemple un manquement initié, donc qui avait une information privilégiée qu'il a utilisée de façon indue, donc elle peut poursuivre. Ou elle peut se dire, il y a eu un manquement sur les règles de conduite et donc le directeur général saisit le président de la commission pour dire, je voudrais que la commission des sanctions se réunisse pour statuer sur cette affaire. Donc c'est une formation collégiale très originale en fait, vraiment originale, qui est composée de magistrats, de hauts magistrats, conseil d'État, cour de cassation, donc sur le plan juridique que du solide, et puis des professionnels.
des professionnels triés sur le volet. Comment on est nommé? On veut savoir. C'est la question qu'on me pose souvent, c'est comment on est nommé? Les gens ils se posent la question. Comment on fait partie des élus? En fait, c'est un peu le fil conducteur de tout à l'heure, c'est un peu la suite. C'est des rencontres. C'est des rencontres. C'est des rencontres, il y a quelqu'un qui m'a dit, bah, qui quittait son siège, je l'avais rencontré il y a plusieurs années, on parlait marché financier, on faisait le monde, un peu comme on fait, tous les 2, autour d'une bière, sauf que là, on n'a pas de bière et je sais pas, et un jour, il m'a appelé, je sais pas: «Tiens, moi, j'ai un siège, est-ce que ça t'intéresserait?» Voilà, donc je lui dis: «Bah, oui, tiens, pourquoi pas, ça peut être rigolo». Je ne savais pas ce que c'était, enfin, je ne savais pas ce que ça comportait surtout, parce que je vais te raconter après ce que ça comportait et je lui dis: «Bah, tiens, oui, pourquoi pas, il y a un truc que j'ai pas fait, quoi». Donc voilà, bah, après il y a toute une série, c'est très sérieux, hein, ces histoires, donc des commissions de nomination, de présentation, donc ils voient si tu es plus ou moins équilibré et un peu compétent. Donc j'ai montré patte blanche et voilà, j'ai été nommé heu, oui, par le ministre. Par le ministre qui était à l'époque, Moscovici. Donc Sous le gouvernement, sous le président Hollande. oui, oui, exactement, exactement. Donc voilà, bon, un jour, on m'a appelé, on m'a dit: «Vous êtes nommé, vous vous présentez, un 1er janvier ou un 2 janvier, en 2014» et voilà, j'ai eu affaire à ça et voilà, donc j'ai été nommé comme ça et en fait, il y a pas de transition, en fait. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, j'avais même pas 40 ans, donc si tu veux, on exige de toi, enfin beaucoup de choses, hein. Il y a un saut quantique dans la technique, dans le savoir. Donc tout d'un coup, je me suis mis à travailler, beaucoup, le week-end. Donc parce qu'en fait, le champ d'intervention, est large, en fait, en termes de réglementation. Donc ça, c'est la réglementation et puis il y a la procédure, répressive, procédure avec des avocats. Alors moi, je suis rentré, il y a en audience, parce que on appelle ça des auditions, mais heu, voilà, donc il y a les mises en cause et puis c'est comme un tribunal, en fait. Donc faut respecter les étapes, la procédure, sinon c'est pas valide ou ce genre de choses. Exactement, tout de suite, tu as les droits de l'homme, la convention européenne des droits de l'homme qui arrive, tout de suite, quoi, je fais: «Ah oui, OK». Alors mon terrain de jeu, c'était le règlement général de l'AMF, et là, tout de suite, c'est ce qu'on appelle la CEDH, donc la convention européenne des droits de l'homme, et là, j'ai dit: «Ah oui, quand même». C'est Hem, du sérieux. avec des Ouais, c'est du sérieux, donc il y a des avocats qui plaident, hein, les plus grands avocats de la place de Paris, que quand j'étais jeune, je lisais un peu leur ce qu'ils écrivaient, puis j'ai même envoyé des CV pour faire un stage et j'ai jamais été pris, quoi. Maintenant, bah, Tu de l'autre c'était côté maintenant. c'était devant moi, quoi, souviens-toi de l'été dernier. Donc mais je veux dire en toute Bien impartialité, sûr. évidemment. Hem, donc hem, donc les affaires étaient extraordinaires. C'est Alors, est-ce que tu peux nous en parler justement, sans Oui, donner nécessairement de nom? On n'est pas là pour ça, même si il me semble que c'est rendu public comme les sanctions de la CPR. non, non, mais sans donner de nom, non, ce qui m'avait frappé, hem, c'était une affaire de manquement d'initié, de manipulation de cours, concernant un fonds américain sur un titre français. C'était, une salle pleine, il y avait beaucoup d'avocats, des avocats français, les meilleurs de Paris et puis, des avocats américains, des journalistes, parce que c'était vraiment une grosse affaire avec un fonds, je vais pas citer son nom, mais qui est très connu aux États-Unis, pour avoir fait des opérations un peu, dénoncées par la presse internationale. Donc moi j'étais jeune, donc c'était mes premières affaires et ça m'avait beaucoup impressionné. C'était surtout le mode de défense, en fait, qui m'avait vraiment impressionné côté américain. Puis voir des gars américains de Wall Street qui pour eux se battaient vraiment pour gagner, pour vraiment, to fight, pour vraiment gagner l'affaire, pour vraiment dire qu'ils étaient pas, comment dire? Impliqués dans cette affaire et ça m'a beaucoup marqué et puis, heu, donc il y a tout ce tintamarre médiatique, donc il faut avoir une tête froide. C'est là que j'ai compris que toutes les conséquences que revêtait cette fonction et en fait, je revêtais une fonction, c'était plus un jeu, hein, c'était vraiment un vrai travail, mais très, très différent de ce que j'avais fait et donc pour le coup, bon, j'ai beaucoup travaillé, quoi. Il y a une autre affaire qui m'a marqué parce que là, c'est une personne physique.
pareil, un manquement d'initié, donc une personne qui avait quasiment mon âge, un jeune directeur, voilà, qui était, poursuivi pour manquement d'initié. Heu, bon, l'affaire, techniquement, je m'en souviens, bon, je m'en souviens pas dans les détails, mais c'est plus, sur le plan humain, en fait, en termes d'empathie, se dire que la sanction que je pouvais infliger pouvait avoir des vraies conséquences sur sa carrière. Et il avait le même âge que moi, donc. Ça se prend pas, c'est des décisions qu'on prend pas à la légère. Oui, il comprend pas tout seul aussi. Bah, d'où la C'est là qu'on collégialité, ouais, je pense que c'est Ouais, important c'est là qu'on dit que effectivement. la collégialité, c'est quand même très sympa. Mais il y a aussi cette responsabilité, c'est le terme responsabilité qui m'est qui m'est venu en tête. Non pas que j'étais pas responsable avant, mais c'est que vraiment là, c'est très concret, on plaisante plus. On est sur, le le chaînage, enfin là, je vous avais parlé de législation, contrôle. Là, on est vraiment au 3e étape qui est la sanction. Et voilà, donc mais bon, on voit sur le plan humain, moi j'ai appris beaucoup sur le plan humain. Sur le plan de la posture, en fait, sur le plan de même comment distancier, avoir une distanciation par rapport à des dossiers, être extrêmement rigoureux. C'est un travail de rigueur, surtout avec des personnes qui sont fortement, expertes comme les magistrats de la Cour de cassation du Conseil d'État. Donc heu, donc voilà. Puis après, bon, il y a des choses un peu plus marrantes, parce que les avocats sont ce qu'ils sont. Vas-y, C'est-à-dire que, partage-nous, non, mais on ils veut sont toujours savoir. ils sont toujours en représentation, donc parce qu'il faut bien qu'ils justifient de quelque chose, quoi. Non, mais il y a des défenses extraordinaires. Moi, je me souviens des défenses extraordinaires, heu, de grands ténors du barreau. Et après, j'ai vu des effets de manche où, un jour, j'ai vu un jeune avocat, venir avec un espèce de contreplaqué de 3 mètres sur 2, pour m'expliquer en caractère 50, ce qui était écrit dans un mail. Donc, en plus, c'était emballé dans un papier craft, alors que moi, je me dis: «Qu'est-ce qu'il fait?» Donc puis il le déchire devant moi, comme si c'était une surprise. Puis là, il me présente un message. Enfin, c'est très bien, enfin, cette pièce, je l'ai au dossier, hein, c'est pas la peine de me présenter, On dirait une scène de heu film ou de série Netflix. mais oui, mais on n'est pas dans oui, c'est ça, on n'est pas dans une série, quoi. Il venait d'un cabinet américain. Je dis: «Ça va, quoi». On vient pour faire le show aussi. Il y a plein de trucs comme ça où des gens qui arrivent, un peu malades tout d'un coup, enfin, lors de l'enquête, ils étaient en pleine forme et là, le jour de l'audience, ils arrivent, avec, oui, avec un déambulateur, je dis: «Qu'est-ce Ah, qui se passe là ils se encore?» sentent moins bien. Oui, j'ai si mais et l'avocat, il est là, hein, il fait: Ça existe vraiment ça? je vais donner la parole à mise en cause». Avec son masque là. Ou encore, je me souviens d'un avocat qui a traité son client d'imbécile aussi. Ça fait plaisir. Il dit: «Mais où ça?» Oui, je lui ai dit: «Non». Bon, ce qui est intéressant, je me dis: «Ça, c'est une drôle de défense, j'avais jamais vu ça». Donc, je lui dis, «C'est oui, c'est normal qu'il ait fait ça parce que c'est un imbécile». «D'accord». C'est la meilleure défense que j'ai vue de ma vie, ça. Donc, je lui paye et en plus, il se fait payer. Donc, j'ai dit: «Ah bah tiens, faudrait peut-être que je change les boulots, tiens». Voilà. Bah, écoute, merci pour ces explications et ces anecdotes. Je pense que ça rend les choses concrètes. Avant qu'on passe aux dernières questions, j'avais un dernier thème à évoquer, avec toi, Myrialis. Tu as évoqué, bah, quelques fils conducteurs dans ta présentation au début de notre échange, notamment ce qui tourne autour de la pédagogie, de la formation, de l'éducation et cetera. Alors je sais que tu es, intervenant notamment à l'université. Tu as aussi, œuvré pour l'École supérieure de la banque. Est-ce que tu peux nous parler de ces 2 expériences-là? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Oui, c'est encore une 3e, on va dire une 3e rencontre très importante dans ma vie, c'est l'université et on va le dire, hein, l'École supérieure de la banque, oui, je leur fais un clin d'œil, hein, à toute l'équipe, On les salue. c'est vraiment une très belle école, hein. Formation, bah, en fait, j'ai commencé, en Angleterre, curieusement, curieux, hein. Parce que j'ai eu une bourse d'études, parce que je travaillais bien quand même à l'université et ils m'ont accordé une bourse d'études qui m'a permis d'enseigner, en tant qu'assistant à l'université du Newcastle. Et ils m'ont demandé, bah, de faire des heures de cours comme un chargé de travaux dirigés, hein, des cours de droit français. Donc, et j'ai toujours gardé, l'aspect académique en moi. J'ai toujours écrit des articles. Là, j'en écris plus parce que j'ai plus le temps. Mais,
très jeune, enfin, je n'ai jamais lâché l'aspect études. Heu, c'est curieux, hein, parce qu'on se dit: «Bon, on fait des études, c'est pas pour après, pas pour en refaire plus tard, quoi». Mais j'ai toujours eu des devoirs à la maison. Donc j'ai toujours, veillé à entretenir mon savoir académique. Ce qui permet de savoir ce que je fais, de comprendre ce que je fais et d'intervenir, de façon pertinente sur la réglementation et en particulier sur la conformité. Donc en fait, l'information, ce que j'aime beaucoup dans l'information, bon, c'est transmettre. Déjà ce que je sais, ce que je fais, mais il y a aussi une chose, que les étudiants, me donnent sans le savoir. Ça me donne aussi, comment dire? Une température sur ce qu'est le jeune, les jeunes générations. Ouais, c'est très important. Très important parce qu'en fait, quand j'ai commencé à enseigner à 24 ans, là j'enseigne, j'en ai presque 50 ans. Et en fait la population, la jeunesse a changé. Je dis pas qu'elle est mieux ou pas bien, parce que je vais pas tomber dans ce piège-là. C'est qu'elle est très différente, en fait. Donc je suis j'ai dû, adapter ma pédagogie. Au départ, c'était très, magistral. On dit quelque chose, les gens écoutent, ils notent. Là, c'est plus ça, en fait. C'est plus ça. On est sur Plus collaboratif maintenant? C'est beaucoup plus, sur du collaboratif, sur du coaching. Alors évidemment, je dispense du contenu, hein, c'est pas non plus une discussion de salon. Mais je sens que enfin j'observe, hein, et je teste très factuellement que le contenu, l'étudiant il peut l'avoir. C'est pas un sujet en fait, parce que c'est des gens extrêmement malins, si tu veux, si pour leur répéter ce qu'ils peuvent trouver autre part, c'est quand même pas terrible en fait. Et j'en profite pour leur dire qu'il faut écouter le podcast. Ils vont apprendre plein de choses sur différents métiers et la finance. Exactement, exactement heu, donc en fait, ce qui est super, c'est que, par exemple, là, je sors d'une intervention, que j'ai faite. Je les ai fait travailler sur des cas et en fait, ils ont fait les choses, tout seuls, ils ont fait des restitutions. Ils ont utilisé l'intelligence artificielle d'ailleurs et ce sur quoi je n'étais pas j'étais un peu étonné, sur les présentations. Ce qui me prenait, on va dire, une journée, bah, ils l'ont fait en 10 minutes via l'intelligence artificielle. Et puis, du coup, bah, on est sur des choses beaucoup plus, de comportement, dire sur le savoir-être et c'est ce qui manque en fait dans le système, universitaire. C'est le savoir-être. C'est très important, c'est la communication. C'est vrai que c'est quelque chose que je partage parce que moi, tu parlais de l'université. Moi aussi, j'ai fait tout mon parcours au fait à l'université et j'en suis très fier. L'université publique française, voilà. Donc moi aussi, je dois quelque chose à ce pays parce que c'est gratuit ou qu'elle est gratuit et on s'en rend pas toujours compte. En fait, étudier gratuitement dans une université comme la Sorbonne, bah, c'est vraiment une chance. Donc voilà. Et le reproche qu'on peut faire, c'est effectivement en termes de contenu théorique, je trouve qu'il y a un très bon niveau. Enfin, moi, en tout cas, j'estime avoir été très bien formé. Par contre, là où l'université ça pêche, c'est exactement dans ce que tu viens de dire et moi, je l'avais eu uniquement via des intervenants professionnels comme toi. C'est tout l'aspect comportemental où c'est très peu travaillé. Or, en entreprise, on va pas, on va chercher des gens qui ont la tête bien faite, qui ont des connaissances bien sûr, mais aussi qui peuvent s'intégrer dans une entreprise, comprendre ce qui se passe, avoir un relationnel humain et c'est tout aussi important qu'avoir des connaissances théoriques et c'est quelque chose qui est plus développé par les écoles, et je pense qu'il manque vraiment à la fac. Donc c'est intéressant que tu parles de ça et justement des intervenants comme toi, intervenants professionnels, je pense peuvent vraiment apporter ça, d'intelligence émotionnelle, connaissances métiers et cetera. Ah non, mais complètement, ce que j'ai appris, à l'université britannique, j'ai fait aussi une école de commerce donc j'ai bien vu, le problème de La l'université. différence. Ouais, une vraie différence, hein, et c'est curieux parce qu'on est en France, on aime beaucoup, on valorise beaucoup le savoir théorique. On note beaucoup les gens là-dessus, mais dans les études, mais en entreprise, c'est pas ça, en fait et on peut avoir des déceptions et les jeunes peuvent avoir des déceptions et ils ont des déceptions. C'est un vrai sujet ça d'ailleurs, parce que, il f parfois, bah, quand tu le savoir tout de suite, bah, tu as une interaction très personnelle, en fait, via les réseaux sociaux, via, tous les supports que tu peux trouver sur internet. Donc tu as une espèce d'autonomie qui fait que tu as l'impression de maîtriser la chose. Mais en vérité, tu es un professionnel aussi, le travail en équipe, c'est la valeur numéro un qui fait que tu avances de façon,
individuel. On fait rien seul, globalement. Non, jamais, jamais. Et l'enseignement, moi, je le construis souvent avec les autres, en fait. Alors chaque année, je m'adapte, ce qui fait que c'est en langage pédagogique, ce qu'on appelle l'adaptive learning. Un grand terme pour dire je m'adapte à l'enseignement, enfin bref. Et c'est ça en fait. Et en fait, c'est vraiment ça que si je devais passer un message aux jeunes, c'est développer ces soft skills qui sont extrêmement valorisés et valorisants aussi. Euh, Et donc c'est un peu ce que je fais aujourd'hui qui m'apporte beaucoup de richesse à titre personnel, hein. Même dans mon travail professionnel, je dis: «Bon, OK, j'ai découvert un truc, qui s'appelle une application sur l'intelligence artificielle. En quoi on peut l'utiliser pour, faire des supports un peu plus, propres, un peu plus, rapides et éviter de faire des allers-retours, pendant 150 ans sur, un support de 10 pages, quoi». Ça va dans les 2 sens. Ça te permet aussi de rester connecté et d'apporter de l'expertise aux étudiants. Exactement, exactement. On arrive sur la fin de notre échange, Mayazi. Moi, j'ai 3 dernières questions pour toi que je pose à tous les invités d'Inside Banking. Alors, la première, c'est est-ce que tu peux recommander un livre qui t'a inspiré, autour des sujets financiers? Tu peux élargir à une personne ou autre. Alors, je vais te donner 2 réponses, alors un livre parce que exercice imposé. Hem, C'est bien, tu te je me souviens conformes quand à j'ai comm l'exercice. ouais, ouais. Ah, c'est un livre que m'avait recommandé un commercial au début de ma carrière, qui s'appelle, Comment se faire des amis. Je l'ai jamais lu, mais j'en ai entendu parler. Alors, ça fait un peu bizarre, hein, comme titre, ça fait genre, la secte, quoi. En anglais, ça fait plus classe, Ça How to fait plus make classe, friends. mais voilà. Mais en fait, c'est un livre qui a été vendu à des millions d'exemplaires. C'est l'un des livres les plus vendus, de tous les temps. Enfin, ça a été écrit par Dale Carnegie et il est pas bien épais. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je trouve ça super. Et en fait, de quoi ça parle? C'est tout simplement la façon dont on vend, une idée. Mais au-delà de ça, c'est comment tu interagis avec l'autre. C'est très intéressant parce que finalement, dans une discussion, je suis toujours surpris de savoir comment les discussions elles sont faites. Parfois, j'ai l'impression que mon interlocuteur, il m'écoute pas. Et du coup, il est étonné que j'achète pas son truc, voilà, et inversement. Et en fait, c'est beaucoup sur l'écoute, sur les attentions, sur l'empathie, en fait, et c'est pas bien gros, donc je recommande à lire. Et moi, je crois que je dois avoir 2 ou 3 exemplaires, heu, je le lis, je le consulte de temps en temps. Il y a en fait, ce qui est très bien, c'est que c'est pas théorique, c'est beaucoup d'anecdotes de Dale Carnegie. Il se met en situation et puis il explique que voilà ce qui va arriver. Ce qui fait que c'est un peu, à l'américaine, c'est très rigolo, enfin c'est très rigolo, c'est très fun. Donc ça m'a beaucoup inspiré dans ma carrière, dans ce que je suis, et parce que moi j'ai toujours construit ma carrière au travers d'interactions personnelles, en vrai. Tu as fait écho à ce que tu as expliqué tout à l'heure, oui. Ouais, c'est ça, j'ai rencontré des gens, puis je fais: «Ouais, tiens, pourquoi pas, ça va être rigolo, ça va me changer». Voilà, donc et j'ai pas vraiment suivi un plan de carrière, en vrai. Au début, oui, peut-être parce que c'est les études, mais après je me suis dit: «Ça a complètement dévié», et je suis: «Bah, c'est tant mieux, je me laisse porter», et puis voilà. Et puis le deuxième truc qui m'a inspiré, c'est beaucoup plus artistique, parce que j'aime beaucoup l'art. C'est, ce sont les peintures de Jackson Pollock. Jackson Pollock, c'est un peintre américain des années 60-70, qui, fait ce qu'on appelle du dripping, en fait. Il prend un pot de peinture, jaune, bleu, tout ce que vous voulez, toutes les couleurs, et puis il se balade sur la toile, et puis ça fait des fils de couleurs. On a l'impression que c'est un véritable, comment dire? C'est pas un tableau, quoi, que c'est du gribouillage, mais en fait, ça a une véritable, cohérence. C'est pas des fils rouges, mais c'est des fils jaunes ou du fil bleu, et tout est entremêlé, et puis en fait, au final, c'est très beau, et c'est l'un des et ces peintures sont vendues à travers le monde à des prix exorbitants. Très bien, j'ai regardé ça. Quel conseil, au singulier ou au pluriel, tu donnerais au Myriasi d'il y a 10 ans ou au Myriasi de début de carrière, au Myriasi adolescent, comme tu veux? C'est une question très intéressante. Merci beaucoup de me la poser, et c'est une question que je me pose régulièrement, en vrai. Heu, En fait, je dirais: «N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur de faire ce que tu as envie de faire».
n'aie pas peur de ce que tu es, n'aie pas peur de ce que tu vas devenir. Question très philosophique. Oui, non, mais parce que on est dans des systèmes, je suis dans la conformité, donc je vois très bien de quoi on parle. On est dans des systèmes conformes, très conformes. On est formaté et c'est normal parce qu'on fait des études, un travail, etc. Mais on se dit parfois il y a des forces intérieures, même des rencontres comme celle que nous avons, des discussions comme celle que nous avons là, qui vous font créer des choses, qui vous font naître des idées, de l'énergie. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas les réprimer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner, mais qu'on peut pas les exécuter. Si vous avez une idée, si vous n'arrivez pas à les faire tout de suite, il ne faut pas les abandonner. Moi, typiquement, l'enseignement, c'est quelque chose que je voulais faire depuis le début. Je le savais. C'était quelque chose qui était en moi. J'étais doué pour ça. J'ai jamais abandonné. J'ai envoyé des CV, des lettres, nombre incalculable de refus ou de voilà. Non, mais je vais te donner un exemple parce que c'est très parlant un peu du niveau hein, quand même. C'est que quand j'étais en Angleterre, j'ai fait des cours, mais j'ai compilé les cours. Et avec un copain allemand, un étudiant allemand, on en a fait un livre. Et moi, comme à l'époque, j'étais très loyal à l'université d'Orléans, j'ai dit bah tiens, je vais présenter à l'université d'Orléans. Je me suis fait recevoir comme voilà quoi. Ils ont dit qu'est-ce que vous avez un doctorat? À l'époque, j'avais une maîtrise. Est-ce que vous avez un doctorat, monsieur? Ils m'ont dit mais non, j'ai pas un doctorat. Donc il m'a dit bah écoutez, vous allez repasser quoi. Donc ils m'ont voilà. Et en fait, on a présenté avec mon pote allemand le projet au doyen de l'université de Newcastle. Le mec, il nous a coûté 10 minutes. Il fait OK, deal, on le fait. On publie le bouquin. La même culture de statut, J'ai fait, mais j'ai fait quoi? Il fait quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Il a dit oui, il a dit yes. Il a dit yes, c'est ça que manière. Et en fait, il a publié donc à 24 ans, 24-25 ans, j'ai publié mon livre en droit des obligations, en droit des sociétés. C'était bon, il est en rupture de stock. Hein. De toute façon, bref, j'ai pas réédité parce qu'il faut travailler. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois le truc, c'est que quand on veut faire un truc, il faut le faire. Et il faut y aller. Et c'est quelque chose, c'est une discipline c'est une leçon que je me répète de temps en temps. Pas tous les matins en me regardant dans la glace. Mais les jeunes, parfois, je leur dis, il faut y aller. Ils me disent, bah, j'ai envie d'aller là, je vais aller là. Ils me disent, j'ai pas envie de faire conformité. Bah, faites pas de conformité. Et j'ai beaucoup d'étudiants, dans quelques-uns, enfin, une grosse partie, qui sont à l'étranger. Parce que je leur dis, mais si vous trouvez pas de travail, bah, allez, partez. Il y a un gars comme ça, je me souviens très bien, il était nul en droit des sociétés en France. Il pleurait, enfin, à la limite, il me dit, je sais pas, je sais rien faire. Je dis, OK, vous êtes bon en quoi? Bah, il me dit, en anglais. OK, très bien. Vous aimez quoi? Les États-Unis? Allez aux États-Unis. Il est parti aux États-Unis. Il a fait un diplôme en droit américain. Il est devenu avocat au barreau de New York, de Los Angeles aussi, le truc. Et puis maintenant, il est avocat à Luxembourg. Je dis, mais il a suivi tu vois, sa force interne. Et c'est ça que je dirais, enfin, j'étais un peu long, mais ça que je dirais aux gosses de 15 ans, que je répéterais en fait aux gosses de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, 30 ans, de 50 ans, de 60 ans. très inspirant. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter ou un sujet que tu voulais évoquer avant qu'on conclue notre échange? Bah, écoute, moi, tout d'abord, je voulais te remercier pour ce moment de partage. Ça m'a permis à titre personnel de me plonger sur ce que j'étais. Moi, j'espère que ça va aider aussi certains auditeurs de Inside Banking et notamment les jeunes parce que je me suis beaucoup adressé aux jeunes, bon, les professionnels, bon, et bon, je pense qu'ils sont professionnels, donc ils n'ont pas forcément besoin de ce que je raconte pour progresser. Mais quoique, On est toujours toujours en apprentissage. voilà, voilà, donc moi je suis très content et puis bah, pour ceux qui ont des projets, bah, qui n'aient pas peur de traverser cette frontière que sont leurs préjugés, que sont les jugements des autres et qui peuvent faire beaucoup de choses en allant au-delà même des frontières physiques, en allant dans d'autres pays. Et je finirai par cette phrase de Saint-Exupéry qui disait en fait, ta différence loin de
me léser m'enrichit. C'est une très belle conclusion. On va finir sans ça, je vais pas pouvoir faire mieux. C'est moi qui te remercie, Mériazi, et je te dis à très bientôt. Salut à tous. Merci. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu fais partie de mes plus fidèles auditeurs. Alors je te dis un grand merci. Avant de partir, je te donne 2 to-do. D'abord, si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un avis 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. Ça m'aide vraiment à faire grandir le podcast et à te proposer un contenu toujours plus qualitatif. Ensuite, partage cet épisode à au moins 3 personnes de ton entourage qui sont intéressées par le monde de la finance ou qui ont besoin de s'y intéresser pour mieux comprendre le monde qui les entoure. Pour me contacter et accéder à encore plus de contenu, tu peux me retrouver sur LinkedIn. Je publie chaque semaine 2 posts qui décryptent l'actualité financière. Tu peux aussi t'abonner gratuitement à ma newsletter mensuelle publiée sur Kessel Media. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.